Voilà, mon objectif ici, c'est de passer au travers de ce TD4 sur Docker Compose. Au passage, je repasserai sur certains éléments du TD3, là où j'en aurai besoin. Donc, la première chose qu'on regarde dans ce TD, c'est la différence entre Entry Point et CMD. Donc, je pense le plus simple au début pour aborder cette différence, c'est d'aller voir la documentation. Donc voilà, j'ai ouvert la doc pour Entry Point. Donc Entry Point nous permet de configurer un conteneur qui va s'exécuter comme étant un exécutable. Et donc, quand on définit le Entry Point, on donne le nom de l'exécutable et éventuellement des paramètres. L'autre forme, on va l'oublier parce que on préfère ne pas l'utiliser. En ce qui concerne CMD, donc CMD, l'instruction CMD permet de définir la commande qui sera exécutée quand on exécute le conteneur à partir de l'image. Et on peut donner de nouveau la commande CMD sous trois formes. La dernière, on va l'oublier. Les deux premières, c'est soit on donne l'exécutable avec ses paramètres. Là, c'est en fait lorsqu'il n'y a pas de entry point. Et la seconde forme, c'est quand il y a un entry point et alors le CMD représente simplement les paramètres qui seront les paramètres par défaut. Et ces paramètres par défaut pourront être remplacés au moment de l'exécution. Donc pour tester ça, on va aller écrire un petit Dockerfile. Dans ce premier Dockerfile, on va faire simplement un from alpine latest. Et si on ne fait rien d'autre que ça, et qu'on essaye de build ceci, alors je vais l'appeler nritest ici, ça nous donne une image qu'on va évidemment pouvoir exécuter, mais qui ne fait absolument rien. Pourtant, elle s'est bien exécutée. Comme je peux le voir si je tape docker ps-l pour voir le dernier conteneur uniquement. Donc vous voyez que ce conteneur a été effectivement exécuté. Quand on va voir à l'intérieur de l'image nritest, donc si je vais inspecter nritest, alors ça me donne pas mal d'informations, mais il y a en particulier quelque part ici, vous voyez, dans l'onglet, dans la clé config, il y a une clé CMD qui me dit que en réalité c'est SH qui a été exécuté. Alors, première petite subtilité que je voulais évoquer ici, c'est pourquoi ce SH ne continue pas de s'exécuter en arrière-plan. Parce que quand je suis dans mon terminal et que je tape SH, j'ai mon SH qui continue de s'exécuter en arrière-plan. La raison, c'est que quand je tape SH ici, je suis devant un terminal, et donc le processus SH est capable de lire au clavier. Et donc je peux taper des commandes et même sortir de mon processus. Ce n'est pas le cas quand je lance Docker Run nritest, parce que par défaut, Docker ne donne pas accès au clavier à l'image, ou en tout cas au conteneur qu'il est en train de créer. Par contre, si je lui donne accès au clavier avec un "-i", à ce moment-là, vous voyez que mon Docker Run ne s'arrête pas. Alors, je ne sais toujours pas interagir avec le SH qui se trouve à l'intérieur du conteneur. Ça, c'est parce que là maintenant, Docker ne fournit pas l'accès au terminal, mais il fournit accès à l'entrée standard. Si j'essaye d'ailleurs de faire ls enter, vous voyez que j'ai bien accès ici à au contenu de mon conteneur. Donc je suis bien dans SH, mais il n'y a pas par exemple le prompt ne s'affiche pas. Ok, donc on va couper ça. Alors pour le couper, je pense le plus simple, ça va être de docker psl et docker stop. Il s'appelle Lucide Lamar, celui-ci. Ok. Et une fois que c'est stoppé, normalement ici, je sortirai. Voilà, ça a pris quelques secondes, mais je suis sorti. Et juste pour bien montrer que si j'utilise maintenant IT, hop, j'ai bien accès cette fois-ci, non seulement à mon processus SH, mais je vois aussi les informations. Donc il a accès à mon terminal complet, hein, ce qu'on appelle le pseudo-terminal ou le TTY, d'où l'option T qui est nommée ici. Ok, donc pour sortir de ça, je peux simplement exit. Et je suppose que dans l'invocation précédente, j'aurais aussi pu taper exit d'ailleurs pour sortir, effectivement. J'aurais pu, j'y ai pas pensé. Introduisons maintenant une instruction CMD dans notre Dockerfile. Donc ici, je vais régulier ajouter un CMD. On va utiliser echo, c'est pas très intéressant, mais voilà. Alors machin, brol. Alors ici, je vais mettre deux arguments pour tester. Je sauve, je sors. Alors je vais relancer le build et on va, je peux fermer, et on va run l'image. Ok. Donc ça donne quoi? On voit que machin brawl est affiché sur la sortie standard. Alors maintenant, ajoutons des paramètres à ce truc, donc pour espérer peut-être afficher d'autres choses, autre chose.
Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a une erreur. Alors, l'erreur spécifique ici, c'est que le autre n'est pas trouvé comme exécutable dans le path. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est que dans le conteneur, rappelez-vous, la commande par défaut, c'est sh. Donc, sh, dans ce cas-ci, a été remplacé par echo. Okay, donc on a exécuté, on a demandé à Docker d'exécuter echo. Echo qui est un binaire qui affiche simplement ce qu'il reçoit sur la sortie standard, donc qui affiche machin et brol. Lorsqu'on donne ici autre chose comme paramètre sur la ligne de commande, en fait ça va remplacer le CMD. Donc ça veut dire que plutôt que d'exécuter echo avec machin brol, on exécute autre avec comme paramètre chose. Okay, donc si on veut exécuter quelque chose ici, on pourrait simplement refaire un echo. Ok. On pourrait aussi faire un ls et alors on verrait le contenu du conteneur. Okay, donc ceci, c'est un ls dans le conteneur. Si je fais ls bin, je vois ce qu'il y a dans bin, etc., etc. Allons maintenant rajouter des entry points. Okay, donc on va rajouter un entry point. Typiquement avant, je pense que l'ordre n'a pas d'importance, mais je vais le faire avant. Donc ici, comme entry point, alors je vais utiliser un ls et je vais demander à ls d'aller afficher le contenu de usr, user. Parce que c'est un répertoire qui n'est pas trop gros dans le conteneur. Ok. Donc on va juste lancer ça et on va voir un petit peu ce qui se passe. Ok. Donc on rebuild l'image, parce que si on ne rebuild pas, évidemment, rien d'intéressant ne va se passer. Et on va commencer par exécuter un conteneur à partir de cette image sans paramètres. Ok, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit un mélange. On voit un mélange du contenu de user, donc USR, hein, le répertoire, qui contient bin, lib, local, lesbin et share. Et on voit aussi que ls se plaint. Donc ça, c'est l'erreur standard. Pour ça que c'est un peu mélangé avec la sortie standard. Et ls se plaint que echo, machin et brol ne fonctionnent pas. Ok. Donc reprenons le Dockerfile et voyons ce qui s'est passé. Le entry point spécifie ls et user. Et le cmd spécifie echo, machin et brol. Et qu'est-ce qui s'est exécuté? Simplement ls, user, echo, machin et brol. Ok. Alors maintenant, essayons autre chose. On va aller exécuter maintenant NRITest et je vais juste taper. Alors, si je tape juste un truc, par exemple, truc, ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? On voit que le contenu de user est affiché, donc le ls s'exécute, mais que ls a aussi essayé d'afficher le contenu de truc. Et donc, on voit qu'en réalité, le ls user, il est toujours exécuté. Donc, il y a toujours un premier ls qui s'exécute avec comme premier paramètre user. Et puis, le CMD fournit des paramètres suivants. Donc ici, dans ce cas-ci, c'est echo, machin et brol. Mais si je spécifie sur la ligne de commande dans mon Docker Run autre chose, eh bien, ce qui se trouve dans CMD est oublié et remplacé par ce que j'ai rajouté sur la ligne de commande. Ok. Donc maintenant, si je veux afficher le contenu de user et, je sais pas moi, d'autres choses comme, disons, var, eh bien, le Docker Run NRITest, rappelez-vous, il y a un ls qui est déjà fait et il y a un user qui est déjà dedans. Donc si je rajoute simplement var comme paramètre, ça sera l'équivalent de voir la commande ls user var. Okay, sauf qu'ici, je mets juste var et donc le ls user, lui, sera utilisé parce qu'il est dans le entry point. Okay, on est parti et on voit bien le contenu de user et on voit bien le contenu de var. Okay. J'espère que ça explique un petit peu les interactions entre CMD et entry point. Et c'est très bien résumé ici dans l'encadré. Entry point est utilisé pour définir un programme principal qui s'exécutera toujours, y compris les éventuels paramètres qu'on y rajoute, même si des arguments sont passés, tandis que CMD définit les arguments par défaut pour entry point, et ceux-là peuvent être remplacés par d'autres arguments fournis au moment du Docker Run. Parlons un petit peu maintenant de Docker Ignore. Donc c'est un fichier .docker ignore qui va permettre de dire à Docker n'utilise pas ces fichiers-là dans les conteneurs, ou plutôt dans les images que tu crées. Ok, pour illustrer ça, j'ai ici cloné le DemonoDB, hein, qui est issu d'un des TDP précédents, et on va utiliser ça pour illustrer des choses. Donc j'ai commencé par aller dans mon Dockerfile, qui est, rappelez-vous, hein, ici, je suis dans un répertoire qui contient à la fois le Dockerfile et DemonoDB, et donc je vais partir dans ce cas-ci de Alpine Test, peu importe, on ajustera plus tard. Et je vais simplement copier le DemonoDB dans le répertoire courant. Alors, pour que ce soit un petit peu plus propre, on va utiliser un workdir qui va être app. Comme ça, à l'intérieur du conteneur, il y aura un répertoire app et on va copier tous les fichiers dans ce répertoire-là. Ok.
Ensuite, on va simplement lancer un entry point qui sera juste ls, et on va voir ce que ça donne. Ou à la rigueur, pas de entry point du tout, comme ça on pourra faire ce qu'on veut. Ok, on lance ça, donc docker build, alors je vais réutiliser build, je n'ai pas, ok, d'accord, je ne suis pas sur le bon terminal, docker build tnri test, et je mets point. Donc ici, le point, c'est là qu'il va commencer à avoir de l'importance. En fait, ce point indique à Docker que je veux transmettre tout le répertoire courant, donc répertoire et sous-répertoire compris, comme Docker appelle ça le build context. Donc c'est-à-dire, c'est les fichiers qui seront disponibles pour Docker pour faire fonctionner son Dockerfile. Okay, donc hop, c'est parti. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que le workdir est passé à app, on a copié des choses et on a créé l'image. Ok, maintenant on va docker run cette magnifique image et on va faire un petit ls. On va juste faire un ls d'abord normal, ok, et on voit qu'on est dans le répertoire app, donc il y a mvn, il y a le pom et il y a le src. Pourquoi tout ça? Parce que je viens évidemment de cloner le dépôt et donc ce sont les fichiers qui se trouvent dans mon dépôt. Ok, donc si je fais un ls-a, je vois qu'il y a en plus un .git, un .git attribute, .git ignore et .mvn. Alors déjà le .git, est-ce que vraiment on a besoin du .git quand on veut créer notre image? Et la réponse est non, on n'en a pas besoin. Et donc, une chose qu'on peut faire, c'est évidemment de ne pas le copier, c'est-à-dire on pourrait dire, ok, moi je vais copier seulement les fichiers qui m'intéressent, parce que fondamentalement les deux seuls qui vont m'intéresser, c'est ces deux-là, c'est le pom.xml et le src. Ou alors, on peut aussi dire, on peut demander à Docker d'ignorer ces fichiers-là. Okay, donc on va faire ça pour l'instant. On va créer un Docker ignore. Okay, et on va dire à Docker, écoute, dans demo nodb, je veux que tu ignores le git. Alors, on n'est pas obligé de dire uniquement dans demo nodb, on pourrait dire ignore le .git partout. Par contre, le .git, il n'est pas dans le répertoire courant, donc il va falloir utiliser une syntaxe par exemple, celle-ci, donc les doubles étoiles. Double étoile, ça veut dire regarde dans n'importe quel répertoire et si tu trouves un .git, tu l'ignores. Ok. Pareil pour d'autres fichiers, mais on va déjà tester avec celui-ci. Ok, donc on va exécuter ça. On va rebuild l'image pour vérifier. Et on va re-exécuter le ls-a. Et on va voir que maintenant, le .git n'y est plus. Les autres, évidemment, ils sont encore. Okay, donc on va pouvoir, comme ça, ignorer des fichiers et ou répertoires afin qu'ils ne se retrouvent pas inutilement dans le build context de Docker. Et comme je disais, l'autre possibilité, c'est plutôt que de copier tout le répertoire des MongoDB, ça serait de copier seulement ceux qui nous intéressent. Par exemple, le pom.xml dans le pom.xml et le DMonodB /src dans le src. Okay. Éventuellement, j'aime bien rajouter des slash à la fin de mes répertoires. Ok, je sauve. Si je rebuild ceci et je regarde à l'intérieur de mon image, je vois que j'ai bien un pom.xml et un src. Et alors, juste pour confirmer que le workdir a bien fonctionné, si je fais un pwd ici, vous voyez que je suis bien dans /app. Et si je fais un ls point, alors là, je vais voir la racine, ou même un ls racine, je vais voir la racine de mon conteneur et j'ai bien un app qui s'y trouve ici au-dessus. Donc pour conclure, ce fichier fonctionne un peu à la manière d'un git ignore, c'est-à-dire ça ignore des fichiers pour Git, sauf qu'ici c'est pour Docker. La grosse différence, c'est que quand on met un nom de fichier dans un Docker ignore, c'est uniquement ce fichier-là à la racine qui va être ignoré, donc à la racine du contexte de build. Si on veut que ce soit dans les sous-répertoires, il ne faut pas oublier le étoile, alors que Git, lui, il ignore à tous les niveaux de sous-répertoire. Et je vous invite à lire la documentation sur les build context. C'est un peu intéressant quand même. Donc, il y a moyen d'avoir des build context qui ne sont pas juste sur le système de fichiers local. Il y a moyen d'avoir d'autres possibilités, notamment des remote context. Et c'est en fait à ce moment-là que le Docker Ignore va être le plus utile. Et vous trouvez également la syntaxe des Docker Ignore files, avec notamment voilà ici la syntaxe, avec notamment la fonction qui est utilisée, donc c'est cette fonction-là. Donc c'est une fonction, c'est écrit en Go, et donc c'est la fonction match qui est utilisée ici pour tester les fichiers qu'il faut ignorer ou pas. Ok, mais ça c'est évidemment pour aller plus loin. Donc pour l'instant, restons concentrés sur notre
laboratoire et continuons. Alors ici l'exercice nous demande d'exclure le Application Properties. Alors on va le faire. Et encore une fois, c'est pas la seule manière de faire ce qu'on veut faire ici, donc on verra plus tard éventuellement d'autres techniques, mais là pour l'instant on va se concentrer sur ce Application Properties. Donc on me dit d'exclure le fichier à partir, enfin de l'image construite à partir de l'application DemonoDB qu'on a créé dans le TD précédent. Et donc on va le faire. Alors je vais le refaire complètement ici puisque je suis pas parti du TD d'avant. Donc je vais reprendre mon Dockerfile. Donc j'ai déjà fait une partie du travail puisque j'ai fait un... Oups, pardon. J'ai fait un copy. Alors je vais reprendre mon démo NoDB complet. Quoique. J'aurais pu ne pas reprendre et laisser mon copy comme ça. C'est pas plus mal en fait. Et on va maintenant rajouter dans le Docker Ignore le Application Properties. Alors juste avant de le rajouter, on va aller faire un petit ls. On va aller dans src. Alors de mémoire c'est main java resources. Voilà, pas du tout. Donc je vais aller dans src main. Main resources. Voilà, je suis distrait, et je vois qu'il y a mon application properties qui pour l'instant s'y trouve. Forcément on l'a pas encore ignoré. Et donc l'objectif ça va être de l'ignorer. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Donc on va ouvrir le docker ignore et on se rappelle qu'il doit être dans src main resources. Donc on va docker ignore. Alors encore une fois on pourrait faire application properties comme ça va ignorer tous les application properties. Ici je vais écrire explicitement que je veux ignorer celui qui est dans DemonoDB /src /main /resources /application properties. Ok. Et donc on va pouvoir relancer le build et on va relancer le ls pour vérifier que maintenant, effectivement, le fichier a disparu de mon image. Alors tel quel, mon application elle est un petit peu triste puisque pour l'instant j'ai un Dockerfile qui se contente de copier des fichiers et qui n'en fait absolument rien. Et donc, je vais faire maintenant le travail de transformer cette image en un jar exécutable et que je vais pouvoir exécuter. Donc pour ça, je vais partir sur une build en deux stages, en deux étapes. La première stage, ça va être Maven. Et je vais partir sur du 3.9.12 de mémoire. Et on va travailler dans App, on copie notre pomme, on copie notre src. Et on va commencer par essayer de exécuter mvn package. Donc mvn package. Ensuite, cette commande package, elle va créer un fichier qui s'appelle target, un point jar. Ok, elle va, oui, target / démo 100 jar. Ok. Donc ici, je vais utiliser le résultat de ce mvn package comme étant une image build qui va me servir à créer l'autre image que je vais utiliser pour exécuter mon jar. Et l'autre, je vais la faire partir de Eclipse Temurine, je ne sais pas comment on se prononce. On va partir sur du Java 21, puisque c'est comme ça que c'est écrit dans le POM XML. Et ici, on va copier à partir de l'image build. Qu'est-ce qu'on va copier? Eh bien, on va prendre dans le répertoire app, dans le répertoire target, le fichier qui s'appelle demo100.jar. Et on va le copier où? On va le copier dans notre image courante. Or, là, tel quel, il va se retrouver à la racine. C'est pas très grave. On pourrait voir dire app également. C'est pas très important dans notre cas. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que l'objectif, ça va être de exécuter notre Java jar demo 100.jar. Ok. Je vous rappelle que dans cette image-ci, à ce moment-ci, le démo, il a été copié dans le répertoire courant. Donc, je dois juste mettre démo ici, je ne dois pas mettre de target ni rien du tout. Ok. Et alors, juste pour documenter, on va dire que ce jar, il expose sur le 80-80. Ok, on va tester ça. Donc, on va exécuter le build, ce qui va prendre évidemment un peu plus de temps que précédemment. Donc ici, vous avez du téléchargement à faire. Voilà, c'est terminé. Et donc maintenant, je peux Docker Run mon image et voir ce que ça donne. Okay. Donc je Docker Run.
Il y a Spring qui se lance, tout va bien. Et maintenant, normalement, quelque part, je dois voir... voilà, ici, le port 8080. Okay, donc, je peux maintenant utiliser mon navigateur pour aller sur le 8080. Sauf que, rappelez-vous, le port 8080, c'est le port 8080 du conteneur. Si je veux que ce soit utilisé sur ma machine locale, que je puisse y accéder, il va falloir que je coupe ceci et que j'expose le port 80. Je forward le port 8080 de ma machine locale vers le 8080 du conteneur. Ok, donc cette fois-ci, je relance le conteneur et puis je peux récupérer mon navigateur, refresh la page. Je suis sur la mauvaise route évidemment. Je clique et j'arrive ici bien sur mon application Spring qui fonctionne parfaitement. Alors remarquez que le application name est nul. Pourquoi? Parce que j'ai ignoré le application properties et c'est le application properties qui donnait le application name à mon application Spring Boot. Okay, donc juste pour confirmer que voilà, rien que pour cette raison-là, peut-être qu'ignorer le application properties, c'est pas complètement la bonne idée, mais en tout cas ça illustre le fait que le Docker Ignore fonctionne et il fait ce qu'on pense. Alors dans le TD à la fin, il y a un petit rappel global sur comment optimiser les tailles des images Docker qui sont génériques, qui ne sont pas spécifiques à ce qu'on vient de faire ici. Utiliser une image de base légère, souvent les Alpine sont plus légères que d'autres, notamment les Ubuntu qui sont plus grosses. Un Docker Ignore qui va permettre d'ignorer certains fichiers, ou alors, on l'a vu, alternativement copier uniquement ceux dont on a vraiment besoin. Attention que notamment le mécanisme de caching, si je relance un build ici, voilà, je relance un build, vous voyez qu'il y a plein de choses qui ont été mises en cache. Et donc toutes ces étapes mises en cache, elles fonctionnent, elles sont en cache, elles sont utilisables en cache, parce que dans le build context, ou parce que dans le container, on a mis exactement les fichiers qui étaient déjà précédents dans des runs d'avant, dans des builds d'avant. Et donc ici, comme le POM XML, le SRC n'ont pas été modifiés dans notre build context, eh bien, on a pu réutiliser les images précédentes pour créer cette image-ci. En particulier, si vous voyez que dans ce que je viens de faire, le MVN package n'a pas été relancé, et ça, c'est grâce au fait que, étant donné que dans toutes les étapes d'avant, rien n'avait changé, eh bien le MVN package, a priori, ne devrait pas changer, et donc Docker, par défaut, utilise une version en cache. Et c'est souvent ça qu'on a envie de faire. Si on veut effectivement refaire un MVN package, c'est parce qu'on a changé soit le POM XML, soit le code source, tout simplement. Ici, ce n'était pas le cas, donc on utilise la version en cache. Et donc ça va marcher grâce au fait que le build context n'est pas trop gros et ne contient que ce qu'il faut. En termes de troisième commentaire, donc minimiser le nombre de couches. Alors ici, on n'a fait qu'un run par image, donc ça va. Mais donc effectivement, ça veut dire par exemple, si vous devez faire un apt-get update, eh bien faites le update en même temps que le install, en même temps que le apt clean. Éventuellement, supprimez également les fichiers de apt, donc la liste des packages disponibles. Donc pour ça, demandez à Google, il vous aidera sur ce genre de choses-là. Mais effectivement, l'idée de le faire en un seul run, c'est que ça fera un seul layer dans votre image. Et donc, encore une fois, maximisation de l'utilisation du mécanisme de cache. Le principe des multi-stage builds pour avoir la partie build à un endroit et la partie exécution à un autre endroit, ça c'est ce que j'ai fait ici dans mon Dockerfile. J'ai fait un build, une image de build, et puis dans cette image de build, j'ai été récupérer uniquement le fichier qui m'intéressait pour éviter que mon image finale, qui est celle qui est exécutée ici, enfin qui est créée ici, ne contienne trop de choses. On n'a pas envie dans cette image finale d'avoir beaucoup de choses. Alors remarquez que dans mon image finale, j'utilise ici cmd java jar, donc ça veut dire que c'est Java qui sera exécuté par défaut. Si je lui demande d'exécuter autre chose, par exemple ls, il va s'exécuter, enfin il va faire ce que je lui demande, puisque, encore une fois, rappelez-vous, quand on met seulement un cmd, eh bien, les commandes qu'on mettrait, ou là où les commandes qu'on mettrait sur la ligne de commande en même temps que le run, eh bien, remplacent complètement ce qui a été proposé dans le CMD. Le CMD, c'est une proposition faite par le Dockerfile. Le entry point, c'est imposé par le Dockerfile. Ici, c'est CMD, donc c'est proposé. Donc c'est remplaçable.
Ok, donc là, comme ça, je peux voir effectivement ce qu'il y a dans cette image. Et vous voyez qu'il y a des choses que je n'ai pas moi-même écrites, hein. Par exemple, ici, le Sacert Entry Point, c'est pas moi qui l'ai écrit. Pourquoi est-ce qu'il est là? Parce que je pars d'une image qui existe déjà, qui est Eclipse Temurin, qui contient évidemment d'autres choses que le Alpine Latest qu'on utilisait précédemment. Ok, partons maintenant sur la dernière section ici, qui est Docker Compose. Docker Compose est un outil qui va nous permettre de composer, d'où le nom, différents conteneurs. Avant de nous attarder sur Docker Compose lui-même, on va peut-être un petit peu justifier pourquoi est-ce qu'on en a besoin. Donc pour ça, je vais fast forward vers la partie Docker Network. Et rappelez-vous qu'une application Spring Boot, en particulier celle qui possède une base de données, a besoin évidemment de la partie web, donc il y aura un serveur web à exécuter. Donc ça, c'est notre jar. Et on a aussi besoin d'une partie base de données. Et par défaut, notre jar, il utilise une base de données H2 en mémoire. En réalité, on aura probablement envie d'utiliser un MySQL, un PostgreSQL ou quelque chose comme ça. Mais ça veut dire au moins 2 conteneurs. Un pour la base de données et un pour le serveur web. Alors, techniquement, on pourrait faire les deux en un, mais on conseille en général avec Docker que chaque conteneur fasse une chose et le fasse bien, plutôt que d'avoir un conteneur qui fait tout à la fois. Le premier exercice ici dans cette section, c'est cet exercice 3, d'écrire un Dockerfile qui va permettre de lancer notre application Spring Boot Demo, donc la version avec base de données, via la commande qui est donnée ici. Alors, d'abord, commençons par comprendre la commande. Docker run, ok, ça on sait. "-rm", ça veut simplement dire de supprimer le conteneur à la fin de l'exécution. "-name", c'est pour lui donner un nom à ce conteneur. Le "-p", ça on connaît, c'est pour exposer un port. Dans ce cas-ci, le 8080, le forwarder vers le 8080 du conteneur. Et puis, il y a les 4 lignes "-e qui vont nous permettre de spécifier des variables d'environnement. Les variables d'environnement ici, c'est l'URL, le username de la base de données, le mot de passe, ainsi que d'autres éléments de configuration pour Spring. L'intérêt de le faire comme ça, c'est que ceci va donc pouvoir être ajusté au moment d'exécuter l'application Spring. Et donc on pourra exécuter l'application Spring en version test à certains endroits, ou en version production à d'autres endroits, en ajustant simplement la base de données. Soit on utilise une base de données en mémoire, soit on utilise une base de données MySQL pour la production. Donc pour arriver à faire ça, on va retourner ici, dans notre répertoire. Donc je vous rappelle que j'ai mon démo NoDB qui est là. Alors celui-là, il ne m'intéresse plus. Donc je vais simplement déplacer ces deux fichiers-là dans la version NoDB pour qu'ils soient hors de mes pattes. Une fois que j'ai fait ça, maintenant je vais créer un autre répertoire qui sera DB. Je vais rentrer dedans et je vais cloner le répertoire démo pour pouvoir l'utiliser. Ok, donc maintenant je suis bien dans un répertoire dans lequel j'ai mon application démo. J'ai un Dockerfile que je vais écrire et peut-être je pourrais partir de mon Dockerfile où il n'y avait pas de DB, comme ça je ne dois pas tout réécrire from scratch. Donc ici, je fais un petit tour de mon Dockerfile. Qu'est-ce que je peux garder? Qu'est-ce que je dois jeter? Donc je peux garder que j'ai besoin d'une étape de build qui va partir de Maven. Je copie le POM, je copie le SRC, je fais un MVN package. Puis je crée mon image qui va me permettre de lancer mon application. Je récupère le jar, j'expose et j'exécute. A priori, tout ça est bien. Alors, qu'est-ce qui va me permettre d'utiliser des variables d'environnement pour configurer mon application? Et c'est là que ça devient intéressant, puisque par défaut, rappelez-vous, quand je vais dans mon application récupérer le Application Properties, attention ici, il n'est pas encore ignoré. Je n'ai pas copié mon Docker ignore, donc il n'est pas ignoré dans ce cas-ci. Et vous voyez qu'il y a une configuration par défaut de la base de données. Et je pense que le meilleur moyen de gérer les choses, c'est de ne pas ignorer tout ce Application Properties, donc on va le garder. Et on va simplement mettre en commentaire tous les éléments de base de données. Okay, je sauve ça. Je build
je build, disais-je, mon image. Alors, je vais l'appeler NRI DB, pourquoi pas. Et je vois ce que ça me donne. Alors, ici, je me suis trompé, évidemment, quand j'ai fait mon Dockerfile, j'ai recopié l'ancien. Il était en train de copier des choses de DemonoDB, et maintenant, c'est démo, tout simplement. Okay, donc, je vais relancer la chose. OK. Et donc, ici, il y a le MVN package qui se lance, ça prend quelques secondes. Voilà. Le build est terminé, et donc, bah évidemment, il y a une erreur. Alors, quelle est-elle? Donc, pour comprendre l'erreur, il faut voir que les tests, ce sont les tests qui ont échoué. Alors, les tests ont échoué, pourquoi? Tout simplement parce que les tests partent du principe qu'il y a une base de données H2 qui est configurée. Et ça, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il doit y avoir des dizaines de façons de résoudre ce problème-là. L'une des plus clean serait probablement d'utiliser des profils. Mais ici, je vais simplement dire, dans la partie où je crée le package, c'est-à-dire là où j'exécute mes tests, puisque package, il exécute automatiquement les tests, eh bien, je vais prendre mes informations de base de données et je vais mettre ça comme information au moment du packaging, c'est-à-dire pour que Spring utilise ces informations-là directement au moment où j'en ai besoin, okay, où j'exécute les tests. Pour ça, une technique, c'est simplement de mettre toutes ces informations-là. Alors, je pourrais utiliser des ENV, et c'est peut-être ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais mettre simplement des ENV. Je pense que c'est une bonne façon de faire, même si je pense que j'aurai une remarque. Mais sinon, ceci devrait en fait fonctionner. Je vais tester comme ça. Donc je vais relancer le build. Encore une fois, ça prend quelques instants puisque MVN package doit se relancer. Voilà, et cette fois-ci, le processus de build est parti jusqu'au bout. Donc je vais essayer d'exécuter ce NRIDB. Alors cette fois-ci, on va quand même directement sortir le port 80-80 et on va voir ce que ça donne comme ça. Alors probablement ça va pas bien fonctionner. Et effectivement, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que la table personne n'a pas été trouvée. Et la raison pour laquelle elle n'a pas été trouvée, c'est que si vous remontez un petit peu, vous avez ici fail to execute SQL script. Il n'a pas réussi à faire les inserts qu'il doit faire par défaut. Et pourquoi est-ce que c'est arrivé comme ça? Eh bien tout simplement parce que, si vous vous rappelez, dans notre Dockerfile, on a mis des ENV, mais ceux-là ne sont là que pour la partie build et pas pour la partie exécution. Et donc, au moment de l'exécution, quand je run, il faut que je précise de nouveau le nom de mes variables avec leurs valeurs. Okay, et c'est là qu'on revient à la partie qui était donnée ici dans le labo. Donc je peux même copier là-dessus, je pense. Donc je vais simplement relancer cette commande-là en modifiant les paramètres. Alors, juste pour information, quand je fais ceci, vous voyez que ça s'affiche en surbrillance. C'est parce que le terminal a constaté que j'avais fait un copier-coller et qu'il me demande avant d'exécuter la commande si je veux la modifier. Et donc ce que je fais, c'est que simplement je me déplace avec mon curseur. Et alors pour se déplacer, vous avez évidemment les flèches, CTRL flèche pour se déplacer mot par mot. Vous avez aussi CTRL A et CTRL E. CTRL A pour aller au début, CTRL E pour aller à la fin. Ce sont des bindings par défaut dans la plupart des terminaux. Ok, mais donc je reviens ici sur mon Docker. Donc je Docker run rn, ça je vais laisser. Le name Spring Boot app, allez, pourquoi pas. Le p, ça je le laisse. Alors je vais donc laisser les différentes variables d'environnement et je vais simplement ajuster ici les noms de l'image qui va me servir de création pour le conteneur et mettre NRIDB. Ici, ah oui, j'avais testé juste avant d'enregistrer. Je vais effacer ce conteneur-là. Est-ce que... Ah, j'ai oublié de le stopper. Voilà, pour éviter de dire des bêtises, j'avais évidemment testé tout ça. Donc je relance encore une fois la commande. Je supprime... Oh ben non, il s'est déjà supprimé parce qu'il y a un "-rm évidemment. Mais donc je relance encore une fois cette commande-là. Et je vois que cette fois-ci, j'ai bien mon driver H2 qui s'est mis en place. Et si je vais dans un bon vieux navigateur, ouvrir le 8080, je suis sur la mauvaise route, désolé, et me voilà, j'ai bien la base de données qui a été trouvée avec Alice et son matricule 1. Et ici, remarquez que le application name et le port number sont bien définis, puisqu'on n'avait pas ignoré le application properties.
Ceci étant fait, on va pouvoir maintenant faire parler notre application Spring à une application, à un conteneur qui va contenir notre base de données. Pour y arriver, on va d'abord créer un network. Donc ça sera un réseau uniquement dans Docker qui va être utilisé par Docker pour faire communiquer les bases de données et l'application Spring. Donc ici, je vais simplement faire un create network. Donc d'abord, je vais couper mon conteneur. Alors je vais l'appeler MyNetworkDB, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc ça crée un network qui reçoit, comme tous les objets Docker, un identifiant que je ne vais évidemment pas retenir, parce que je retiens simplement que c'est MyNetworkDB. Et maintenant, je vais exécuter mon bon vieux SQL. Donc on avait déjà, je pense, dans le TD précédent, exécuté un conteneur avec un serveur MySQL. Et donc ici, je le run. Alors encore une fois, un -d, ça veut dire en arrière-plan. Le nom, c'est MySQL Container, pourquoi pas. Le network, ça doit être le même network que celui que je viens de créer. Ensuite, je définis un username, un mot de passe, etc. Donc ici, mon user, je vais quand même mettre NRI. Le password, ça sera secret. Celui du root password, je vais mettre super secret. Comme ça, ils sont différents et je peux éventuellement comprendre ce qui se passe. Et my database, je vais laisser my database, ça c'est très bien. Alors le port, je n'ai pas besoin d'exposer le port en réalité ici, donc je vais simplement supprimer cette partie-là. Et MySQL 9.2.0, pourquoi pas, on va lancer ça. Ok, donc ceci, évidemment, télécharge l'image, je ne l'avais pas encore fait, mais ça va se lancer en arrière-plan. Alors, le port 3306 que j'expose pas, ça veut dire que à partir de là, en fait, mon serveur MySQL, je n'aurai pas accès depuis ma machine locale. Et donc, je ne pourrai pas me connecter depuis ma machine locale. Mais vous savez que pour exécuter quelque chose dans la machine, donc dans le conteneur qui s'appelle MySQL Container, eh bien, je peux simplement faire lancer MySQL. Et je vais lui donner un accès à mon clavier et mon terminal. Donc je vais exécuter MySQL, je vais lui dire que je vais me connecter avec NRI et je veux pouvoir spécifier mon mot de passe interactivement. Et donc je peux donner secret et je suis comme ça connecté directement sur MySQL. Okay, donc ça c'est une manière de se connecter. Donc ici vous voyez qu'il y a 3 bases de données. Si je veux utiliser MyDatabase, je fais Use MyDatabase. Si je veux afficher les tables, je fais Show Table. Je vois que pour l'instant il n'y en a pas, puisque voilà, on vient de lancer le serveur MySQL, et donc voilà, il n'y a rien dessus. Petite remarque par rapport au -p que j'utilise ici, je pourrais aussi mettre le secret directement sur la ligne de commande. Je n'aime pas trop pour plusieurs raisons. Une de ces raisons, c'est que les lignes de commande souvent sont accessibles depuis les autres processus, donc rien qu'avec PS ou avec Top, vous avez accès aux lignes de commande, donc vous verriez le mot de passe là-dessus. Et une autre raison, c'est que les lignes de commande vont en général dans l'historique de Bash. Et donc, si vous mettez vos secrets sur vos lignes de commande, c'est en général embêtant parce que ça veut dire qu'il va falloir faire gaffe à vos historiques. Alors, il y a moyen de contrebalancer tout ça par certaines techniques, mais bon, peu importe. De manière générale, j'essaye d'éviter de mettre des secrets directement sur la ligne de commande. Maintenant que j'ai mon MySQL qui fonctionne, je vais relancer mon Spring Boot, mais cette fois-ci, je vais lui dire connecte-toi au bon serveur. Okay, donc je vais copier-coller cette ligne-là et on va la comprendre ensemble et essayer de l'analyser. Donc le -rm, on a l'habitude, le name, le network, ok. On expose le port 8080, celui-là on en a besoin parce qu'on aimerait bien l'utiliser. Alors mon conteneur MySQL, ici il faut savoir que tant qu'on va être sur le réseau de Docker, on va pouvoir parler aux autres machines via un nom de domaine qui correspond à leur nom de conteneur. Okay, donc si vous avez un conteneur qui s'appelle MySQL-conteneur, vous pouvez y accéder via une URL qui est MySQL-conteneur, le numéro de port, etc. Okay, donc ici, il faut ajuster ça simplement en fonction du nom de conteneur. Dans mon cas, j'avais laissé MySQL Container, donc ça c'est bon, c'est le bon nom ici, et ça va se résoudre par DNS via une IP qui est correcte. Ok, donc ils arrivent à se parler comme ça.
Ici, MyDatabase, j'avais laissé MyDatabase comme nom de base de données. Le username, moi j'avais changé, j'avais mis NRI. Le password, j'avais mis secret. Et alors, je mets les autres informations qui permettent de mettre en place la base de données. Donc, rappelez-vous que ici, ça veut dire, quand vous utilisez ces deux informations-là, ça veut dire que ce qui se trouve actuellement sur la base de données va disparaître et sera remplacé par ce qui se trouvait par défaut dans notre application Spring. Okay, donc, c'est un petit peu, il faut être un petit peu attentif à ça, mais ok. Et ensuite, je mets ici simplement le nom de mon image. Alors moi, je l'avais appelé NRIDB. Et on va lancer ça et on va voir ce que ça donne. Donc vous voyez que l'information, l'application plutôt se lance, hein, le Spring se lance et voilà, elle est démarrée. Et donc on va pouvoir aller trouver un navigateur et récupérer ceci et voir que, ok, effectivement, vous avez Alice qui est de nouveau trouvée. Si je coupe le conteneur, je rafraîchis la page, ça marche plus. Okay, donc c'est bien le conteneur qui récupère l'information. Et si je vais voir dans mon conteneur MySQL, okay, et que je refais un use, alors je l'ai peut-être encore, voilà, use my database, show tables, alors je vais faire un select, donc déjà on voit que maintenant la table personne existe, select all from person, ok, donc on voit qu'il y a Alice et Bob, et je vais maintenant essayer de modifier quelque chose, donc je vais faire un update, alors là, est-ce que mon SQL n'est pas trop rouillé, donc c'est update person, set name égale, je suis pas très sûr. Comme ça, j'ai des espaces, il n'y a pas d'espace, j'en sais rien. Je vais l'appeler machin. Et je vais lui dire pour le matricule qui vaut 1. Est-ce que ça marche ça? Ça marche pas du tout. Alors attendez, j'imagine que je dois mettre... Ça c'est bien. Ok, je refais un select. Ok, super, ça a marché. Et maintenant, je vais sortir de MySQL. Je vais relancer mon conteneur Spring. Et on va voir ce que ça donne. Alors, on est parti. On va dans le navigateur. Où est mon navigateur? Il est là. Je rafraîchis. Et bam, j'ai récupéré de nouveau Alice. Okay, donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Attention, avec spécifiquement ces deux variables d'environnement-ci, c'est qu'elles indiquent à Spring de recréer la base de données à chaque fois. Donc ça, c'est un petit peu dangereux évidemment en production, donc il faudra forcément, a priori, pas les utiliser en production, ce genre de variables d'environnement, mais bon, là, c'est pas vraiment lié à ce cours-ci, mais enfin, c'est quand même intéressant d'attirer l'attention là-dessus. Alors, maintenant, avant de passer à la suite, on va faire un petit peu de ménage, donc on va supprimer le réseau Docker Network RM, et c'était, je sais plus, My Network DB. Ok, d'accord. Oui, alors évidemment, ça marche pas. Pourquoi? Parce que j'ai encore dans mon Docker, j'ai encore mon SQL container qui est actif. Donc je vais stopper MySQL container. Voilà. Il était encore sur ce réseau-là. Maintenant, je peux supprimer le réseau. Voilà. Je peux faire aussi Docker RM MySQL container, mais je pense qu'il était en il n'est pas en suppression automatique. Ok, donc ça c'est fait. Ok, et passons maintenant à la dernière partie, à savoir le Docker Compose. Parce que vous l'avez vu, ce qu'on a dû faire maintenant. Créer les containers, les démarrer avec les bonnes variables d'environnement, d'abord démarrer le conteneur avec MySQL, ensuite démarrer le conteneur Spring en mettant les bonnes informations dedans. Donc tout ça est évidemment faisable, hein, ça se fait, mais ça serait plus pratique si on avait un fichier qui permettait de tout gérer en même temps. Et c'est là qu'intervient Docker Compose. Donc Docker Compose va se configurer avec un fichier qui s'appelle docker-compose.yaml, okay, .yml, mais donc il sera au format YAML. Et le format YAML est très très simple à comprendre. En gros, il y a un petit peu d'indentation et il y a des listes qui sont avec des tirets. Voilà, ça c'est, vous allez voir, même sans formation spécifique là-dessus, on va pouvoir comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Ok, et donc on nous donne ici un gros fichier YAML qu'on va pouvoir utiliser et ajuster pour notre cas d'utilisation. Alors, on va peut-être commencer par lire un petit peu ce fichier YAML pour comprendre ce qui se trouve à l'intérieur. Donc, on décrit d'abord des services.
Dans les services, on en a deux. On a le service qui s'appelle app et le service qui s'appelle db. Si on regarde un peu plus loin, il y a d'autres choses, des networks, des volumes, mais dans les services, il n'y en a que deux. Ok. Dans le service app, on va retrouver tout un tas de choses. Donc ici, la première, c'est build. Build indique, dans ce cas-ci, c'est, vous vous rappelez du build context? Ben voilà, ça nous donne le build context pour créer l'image qui va servir à créer le conteneur qui va servir à nous donner notre app. Okay. Donc dans ce cas-ci, on dit qu'on veut créer notre conteneur, notre image pour démarrer le conteneur, via le répertoire qui s'appelle démo, et dedans, Docker Compose s'attend à trouver un Dockerfile. Alors attention, c'est pas exactement l'architecture que moi j'avais dans ma vidéo, donc il faudra un tout petit peu ajuster des choses. Mais ok, c'est le plan. Ensuite, on a le nom du conteneur, on a le service ou les services sur lesquels ou dont dépend le conteneur app. Donc ici, app va dépendre du service DB, qui est décrit un peu plus bas. Okay, donc ça, c'est bien parce que ça va permettre de mettre en relation les deux. L'un dépend de l'autre et donc en particulier Docker Compose va s'arranger pour que DB soit complètement démarré avant que app puisse se lancer. Et puis il y a l'environnement. Donc l'environnement, ça va être la liste des variables d'environnement qui vont être utilisées par notre service. Donc ici, notre service, on lui configure son data source avec le username, le password, les machins. Et puis, on a les ports. Donc ici, ça indique d'exposer le port 80 vers le port 8080, donc forwarder un port vers un autre. Et ensuite, on peut spécifier le network sur lequel on travaille. Alors, il faut savoir que si vous omettez certaines choses, il y a des valeurs par défaut. Par exemple, pour networks, il y a un network par défaut. Mais ce network par défaut, il sera partagé par tous les services de toutes les applications de Docker. Donc, c'est en général pas ça qu'on veut. En tout cas, si je me rappelle bien. Bien, donc ici, on précise quel est le réseau. Et on reviendra juste un tout petit peu plus tard là-dessus. Ensuite, on parle de DB. Donc, DB, c'est notre conteneur qui va contenir la base de données. Alors celui-là, il part d'une image, donc on ne va pas le recréer, on va juste lui dire, ok, part de cette image-là. Hein, par contraste avec le app, qui lui partait d'un répertoire de build qui permettait à Docker Compose de recréer l'image au besoin. On aurait pu évidemment ici, pour le app, aussi dire, bah moi je veux partir de l'image qui a été créée, et par exemple dans ma vidéo ici je l'ai appelé nri-db, j'aurais pu lui dire ça. Mais l'avantage en faisant comme ceci, c'est que Docker Compose va lui-même gérer le fait de créer l'image ou pas si nécessaire. Ok, donc je reviens sur DB, donc on part de l'image MySQL, on lui donne un nom, on lui dit de redémarrer si jamais il s'arrête pour une raison ou pour une autre. On lui donne les variables d'environnement. Alors ici, attention, les variables d'environnement sont celles pour l'image qui est là. Mais donc, si vous donnez une database et un username à cet endroit-ci avec un mot de passe, il faudra évidemment être cohérent un peu plus haut et mettre le même nom d'utilisateur, le même mot de passe et la même database. Okay. Tant que j'y suis ici dans la partie JDBC, remarquez qu'on utilise DB comme nom de serveur. Et ça, encore une fois, hein, comme tout à l'heure, le Docker Compose va fournir une URL qui s'appelle DB, qui va résoudre vers la bonne IP. Et donc, on peut utiliser à l'intérieur du conteneur app, on pourra utiliser DB pour parler à l'autre conteneur. Okay, donc voilà, c'est similaire à ce que j'avais expliqué tout à l'heure avec les noms de conteneurs, mais ici, c'est même pas le nom du conteneur, c'est le nom du service. Continuons l'exploration. Donc je reviens, donc il y a les ports. Alors, les volumes. Donc les volumes, on avait testé un petit peu dans le laboratoire précédent qui permettait de monter, on fait ce qu'on appelle un bind mount, d'un répertoire de la machine locale vers l'intérieur du conteneur, histoire de pouvoir récupérer les données. Et en particulier de les faire persister d'un démarrage du conteneur à l'autre. Donc ici, c'est pareil, ça va permettre de faire persister des données, donc d'un volume qui s'appelle db data vers le répertoire interne au conteneur qui est varlib MySQL, qui est là où MySQL enregistre ces informations. Encore une fois, le networks pour dire qu'il est sur le même réseau. Et alors, on a ce health check qui est un peu particulier.
mais qui veut dire en réalité que si on exécute la commande qui se trouve ici, donc MySQL admin ping blablabla, eh bien cette commande-là va indiquer si oui ou non la base de données est prête. Okay. Et donc ça c'est pratique, parce que ça veut dire que Docker peut vérifier lui-même si le conteneur est effectivement utilisable ou pas. Enfin, nous avons encore deux éléments, networks et volumes. Donc networks, ici définit un network qui est le app network, donc ça c'est le nom du network, hein, c'est un nom qu'on a choisi et qu'on a réutilisé dans les services. Et donc ça crée le network, de la même manière qu'on avait fait explicitement Docker Network Create. Mais ici, ça crée le réseau en utilisant le driver bridge. Alors, c'est le driver par défaut, allez voir la documentation si vous voulez en savoir plus. Mais voilà, c'est ça qu'il faut utiliser. Pour les volumes, c'est similaire. Ça déclare qu'il faut mettre en place un volume qui s'appelle dbdata. Alors, ce volume ne sera pas directement accessible sur notre machine à un endroit spécifique, mais il sera disponible sous forme de volume Docker. On reviendra là-dessus quand on verra ça en place. Donc, allons-y. On va copier tout ce Docker YAML et on va ajuster à notre situation. Donc, commençons par dockercompose.yml. Je copie-colle, et on va ajuster ce qui doit l'être. La première chose, c'est que le build ici, il n'est pas dans démo, il est dans point. Donc il est dans le répertoire courant. Si je rappelle ici, voilà, vous voyez que mon Dockerfile il est dans le répertoire courant, et donc il se base sur le fait que démo est un sous-répertoire. Hein, le Dockerfile est là, et il sait que démo est dedans. Mais donc pour Docker Compose, il faudra lui donner le répertoire courant, histoire de que Dockerfile retrouve ses petits. Ok. Ensuite, le nom, a priori, c'est bon. Le data source, donc le DB My Database, ça a l'air bien. My user, my password, on va laisser ça parce que c'est la même chose que ce qu'il y a en dessous. Donc on va laisser tout ceci tel quel. On avance, on avance, on avance. Donc a priori, on n'a rien d'autre à modifier pour l'instant. Ok. Donc on va juste sauver ça, sortir, et on va demander à Docker Compose de composer, c'est-à-dire de faire son travail. Ça, Docker Compose up. Et pour l'instant, on va se contenter de ça et on va voir ce que ça donne. Donc vous voyez qu'il commence par build quelque chose, il lance, donc ça va un petit peu vite, hein, mais il lance l'application Spring, il lance le MySQL. Ok, vous avez peut-être vu, alors je vais scroller en arrière parce que j'ai vérifié des choses de mon côté. Vous avez peut-être vu, quand on est arrivé ici, que un peu avant, en fait, le Spring avait démarré avant que le MySQL termine de démarrer. Et donc on a vu que Spring App a fait une erreur. L'erreur, c'est qu'il n'arrivait pas à se connecter à la base de données, tout simplement. Okay. Donc moi, ce que j'ai fait en arrière-plan en coupant la vidéo, c'est que j'ai été demandé explicitement, donc j'ai été dans un autre onglet, j'ai fait Docker Compose, j'ai vérifié parce que je ne me rappelais plus, et c'était Start pour redémarrer les services. Okay, donc j'ai fait Docker Compose Start. Alors dans ce cas-ci, ça ne fait plus rien puisque les deux services sont démarrés. Mais donc j'ai demandé à Docker Compose de redémarrer le service qui n'avait pas démarré convenablement, qui était Spring App. Okay, et donc c'est pour ça qu'ici maintenant, vous voyez sur mon écran que le Spring App a redémarré. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas démarré la première fois? Pourquoi est-ce que il s'est planté la première fois? Mais comme je l'ai dit, c'est parce que MySQL avait été exécuté trop tôt. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais CTRL-C, donc je vais couper tous les services. Donc là, ça va arrêter les deux services. Alors, juste pour vérifier, je vais relancer pour voir ce qui se passe. Et je vais vérifier si ça fonctionne. Et vous voyez qu'en fait, cette fois-ci, étant donné que le MySQL a été démarré beaucoup plus rapidement, eh bien, le Spring App a fonctionné directement. Et donc ça, est-ce que j'ai un navigateur pour le prouver? Hop, ici, localhost 8080, vous voyez que effectivement ça marche. Alors, évidemment, c'est un petit peu embêtant de se dire que, tiens, bah, parfois ça marche, puis parfois ça marche pas. Et la raison, c'est que dans notre Docker Compose, on a effectivement signalé que notre app doit dépendre de DB, mais dans le DB, on avait mis un else check, mais on n'a pas dit à depends_on de l'utiliser. Okay. Et donc, ce qu'on va simplement rajouter, c'est une condition qui indique d'attendre que le health check soit fonctionnel, okay, donc que le service soit healthy.
Alors pour ça, il faut malheureusement enlever le... Enfin malheureusement, il faut enlever le tiret. On rajoute 2 points à la place. Et ensuite, on va rajouter une condition. Et on va dire service healthy. Okay. Et a priori, ça devrait suffire si je ne m'abuse. Ok. Alors pour tester ça, je pense que le plus simple, ça va être de sortir évidemment ceci. Et on va simplement supprimer le volume qui a été créé. Donc ici, je vais tester. Alors, déjà, je vais tester que ça fonctionne. Alors, avant de me lancer, je vais faire docker compose up pour vérifier que ça fonctionne toujours. On va tester. Donc, ça crée Docker MySQL. Ça lance le Spring App. Ça a fonctionné. Donc, tout ça a l'air OK. OK. Donc, je vais le recouper, encore une fois. Et puis, je vais demander à Docker Volume de supprimer ce volume. Alors, il s'appelle dbdata, comme ça, sinon vous faites un docker volume ls pour le trouver. Mais normalement, c'est écrit en fait quand vous faites un docker compose up. Vous voyez qu'il crée un volume qui s'appelle comme ça. Ok, donc je vais le supprimer. Alors, il ne veut pas. Et la raison, c'est que en fait, les conteneurs ont été stoppés mais pas supprimés. Donc ici, je peux faire docker compose down qui va non seulement stopper mais aussi supprimer les containers. Je pense que voilà, maintenant cette fois-ci mon volume a disparu. Donc je vais relancer le Docker Compose Up pour voir ce que ça donne et on va voir si il se crée. Donc MySQL démarre d'abord et cette fois-ci il est seul à démarrer. Vous voyez, hein, l'autre ne s'est pas démarré tout seul et en fait seulement à partir du moment où j'imagine... Attendez, parce que ça a scrollé. J'imagine le moment où il a réussi à se faire son health check. J'imagine qu'il a à ce moment-là lancé les choses. Je suis un tout petit peu étonné parce que je vois ici un shutting down MySQL daemon. Je comprends pas très bien, mais en tout cas, le Spring s'est démarré après. C'est quand même bizarre. Hein. Donc il y a quelque chose que je ne comprends pas ici, mais ce n'est pas très grave. Toujours est-il que le reste s'est démarré correctement. Bien, donc maintenant je vais stopper ça. Donc encore une fois, CTRL-C, ça stoppe les conteneurs. Si je fais Composer down, ça supprime les conteneurs. Et si je veux relancer mon Docker Compose, donc tous mes services, en une fois sans les avoir ici sur mon terminal, mais je veux les lancer en arrière-plan, je peux utiliser "-d" pour exécuter ça en arrière-plan. Donc là, voilà, il se lance. Il est healthy, il est started. Donc tout ça est bien. Ok, donc je pense en fait avoir compris. Donc j'ai un petit peu cherché de mon côté. Et ce qui se passe, c'est que au moment où... donc quand on fait un Docker Compose Up, tous les conteneurs sont créés, mais pas forcément démarrés. Et le MySQLDB commence à démarrer. Alors quand c'est la première fois qu'on démarre le MySQLDB, il doit créer la première base de données avec le nom d'utilisateur, etc. Et ça, il le fait ça dans un serveur temporaire. Et donc ce serveur temporaire-là, il fait en sorte que le health check passe. Et donc au moment où le health check est lancé, le serveur temporaire répond. Et donc Docker Compose décide de lancer Spring. Sauf qu'en réalité, entre-temps, le serveur temporaire, il se fait tuer pour pouvoir être redémarré un petit peu plus tard avec le vrai serveur. Et heureusement, ça se fait suffisamment vite que pour que le Spring App ne le remarque pas. Et donc le temps que le Spring App ait fini de démarrer, le serveur final de MySQL est exécuté et donc tout fonctionne. Ok, donc maintenant qu'on a compris ça, on peut peut-être ajuster légèrement le health check pour que ça fonctionne. Alors ici, avant d'ajuster le health check, je vais juste vous montrer un petit truc. C'est que si je vais dans mon Docker Compose et que je vais exécuter mon, dans ma DB, hop,
je vais essayer de lancer... qu'est-ce que je dois lancer? Je dois lancer, disons, un SH. Voilà, je lance SH et je vais lancer le health check qu'il y avait. Donc c'est ping h localhost. Donc juste pour dire, Docker Compose exec, c'est comme Docker exec, sauf que c'est spécifique pour Docker Compose et donc ça permet de viser directement le service. C'est automatiquement interactif, donc c'est pour ça que je ne dois pas mettre le "-i". Et donc ici, SH, c'est simplement, je lance SH à l'intérieur du service DB. Et donc ici, je vais lancer le health check à la main. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a une erreur. Alors on pourrait se dire, tiens, il y a une erreur, c'est bizarre, parce que le health check, il a l'air de passer. Mais en fait, si vous regardez l'erreur, enfin le code de sortie du processus, en fait, c'est 0. Donc ça veut dire que c'est un succès. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand on fait un ping localhost, il essaye de se connecter à localhost. S'il y arrive, eh bien, à ce moment-là, il demande le username, le mot de passe pour pouvoir continuer la connexion. Et donc, d'abord, il se connecte au niveau du réseau, et puis après, il essaye de... OK. Et donc, ici, ce qui se passe, c'est qu'il arrive à se connecter à localhost, et donc, il demande le username, et il voit qu'il ne sait pas se connecter plus loin, mais au moins, la connexion au réseau, elle fonctionne. Okay. Parce que si je mettais autre chose, là, j'aurais une autre erreur, et j'aurais un code de retour qui est un échec. OK. Donc maintenant, armé de cette information, on va simplement aller ajuster notre Docker Compose. Et on va aller ajuster le health check en question. Donc, quelle est la bonne manière, ou quelle est une bonne manière de le faire? Bah, alors déjà, remarquons que cette manière-ci fonctionne, dans le sens où c'est vrai que c'est un petit peu de la chance, mais ça fonctionne. Ok. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on veut savoir? Bah, ce qu'on veut savoir, c'est si la base de données est initialisée. En d'autres termes, si j'ai un MyDatabase à ma disposition. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester exactement ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler MySQL et on va lui dire, ok, moi je voudrais utiliser l'utilisateur MySQL underscore user. Alors, étant donné que je suis dans un test, je dois utiliser la syntaxe des tests et donc je dois doubler le $, pour que ça utilise vraiment la variable d'environnement. Je veux utiliser le mot de passe qui est MySQL password et je veux avec cette combinaison-là, je veux tester si ma base de données existe. Okay. Et donc pour ça, je vais utiliser le -e, donc -e pour vérifier, pour exécuter du SQL. Et puis je vais utiliser la syntaxe de MySQL pour ça, c'est use, et puis le nom de la base de données. Donc dans ce cas-ci, c'est MySQL database. Ok. Et avec un peu de chance, ceci devrait fonctionner. Donc on va tester ça. Donc je relance, d'abord je vais supprimer. Alors quand je fais docker down, ça supprime les conteneurs. Si je fais docker down-v, ça va supprimer en même temps les volumes associés. Donc ici je supprime le tout. Excellent. Une fois que ça c'est fait, je relance docker compose up et alors on va regarder l'ordre dans lequel s'affichent les choses. Donc, on est parti. Donc on voit MySQL commence. D'accord. MySQL commence. Alors ici, on voit que le serveur temporaire a été stoppé. On est toujours sur du MySQL. Et a priori, maintenant, MySQL est prêt. Bon, et à l'évidence, finalement, ça timeout. Et donc, il me dit, mon MySQLDB, il n'est pas healthy. Donc, il n'a pas réussi à faire passer le test. Donc, c'est que mon test n'est pas bon. Donc, je vais devoir ajuster ça. Ok, je pense que je sais pourquoi. C'est parce que j'ai mélangé deux... J'ai mélangé deux syntaxes. Donc je vais juste aller ici modifier ma syntaxe. Voilà, donc ici je vais utiliser la syntaxe CMD. Alors je vais utiliser plutôt l'autre syntaxe qui est la suivante. Donc je vais utiliser plutôt CMD shell. Comme ça j'utilise directement un shell. Alors il y a moyen de mettre des variables d'environnement dans la version CMD, mais je connais vraiment pas assez bien ça, donc je vais utiliser la version shell. Et donc ici, ça devrait marcher à condition que je mette tout ça dans une seule chaîne de caractères. Même là, je ne suis pas entièrement sûr de moi s'il faut absolument tout mettre dans une seule chaîne de caractères. Ici, je vais faire comme ça.
Alors, est-ce que ça va fonctionner? Le backslash, je suis pas tout à fait sûr de moi. Je vais le mettre entre guillemets, je pense que ça devrait aller. Et ok, donc on va tester ça. Donc je vais relancer la machine. Et donc ce qu'on voit, c'est que MySQL démarre tout seul. Ah zut, le Spring Boot a démarré déjà. Est-ce que c'était ok? Pas sûr. Ok, non, il était ready for connections. Ah, mais j'avais peut-être pas viré le volume. Ok, donc on va juste stopper ça. Et on va refaire un dernier test. Donc je vais d'abord faire un down en supprimant les volumes. Voilà. Et je vais refaire un up pour voir si le MySQL attend bien. Enfin, si Spring Boot attend bien MySQL. Donc ouais, là j'ai bien le serveur temporaire. Ok, parfait. Donc cette fois-ci, ce que vous avez pu constater, c'est que le MySQLDB a démarré. Donc il a fait son initialisation. Okay, donc l'initialisation avec les bases de données. Il a stoppé le serveur temporaire. Donc jusqu'à présent, le health check, il passait pas. Et puis, il a continué. Donc il a fait le shutdown, il a relancé. Ici, il a pu relancer correctement. Donc là, il était prêt. Et donc à partir de là, a priori, le health check, il passe. Et donc, le Docker Compose a décidé de lancer le Spring App. Et donc, mon Spring App a démarré. Et cette fois-ci, c'est bon. Donc, si je vais dans mon navigateur et que je vais sur la bonne route, parce qu'à chaque fois, j'oublie, eh bien, j'ai correctement mon, mes choses. OK. Alors, maintenant, je vais couper ça. OK. Je vais stopper et je vais relancer, donc avec l'option "-d" pour que ça soit en arrière-plan. OK. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que on voit que on attend MySQL et puis après on lance Spring App. OK, super. Donc tout ça est fort bien. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est on peut encore une dernière fois aller chipoter dans le MySQL. Alors si je vais très rapidement dans ma base de données, donc aussi rapidement que mes doigts peuvent m'y emmener. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle My Database. Donc voilà, je suis dedans. Alors si je refais un petit update personne, donc c'était ici. Je vais mettre name égale Melchior. Where matricule égale. Tiens, j'ai oublié mes guillemets. J'oublie toujours mes guillemets. Voilà. Where matricule égale 1. Donc ça, c'est fait. Donc maintenant, si je récupère un petit navigateur avec le fameux config, je vois que j'ai bien Melchior ici. Okay. Ensuite, je sors de mon conteneur et je docker compose down. Okay. Donc là, les conteneurs sont supprimés. Hein, ils sont stoppés et supprimés. Donc, mais a priori, MySQL garde son volume. Le volume, lui, il n'a pas été supprimé, j'ai pas mis le "-v", donc le volume est toujours là. Et donc, si je relance mes services, donc ici, je vais relancer avec un docker compose up -d. J'attends. Je retourne dans mon navigateur. Maintenant, ils ont tous démarré. Je rafraîchis. Et je vois que Alice est revenue. Pourquoi? Encore une fois, ça, c'est la chose que je vous disais tout à l'heure. C'est que ici, vous avez, dans votre Docker Compose, vous avez en particulier ces deux lignes-là, j'arrive pas à les sectionner, celles-ci, qui vont faire écraser les données. Donc évidemment, là, il y a encore un petit travail à faire. Ici, on les a mises pour avoir directement notre base de données qui était créée automatiquement. En pratique, qu'est-ce qu'on ferait? Eh bien, on aurait probablement une commande pour initialiser la base de données la première fois, et puis après, on enlèverait ces variables d'environnement, on ne les utiliserait plus pour un environnement de production. Voilà. Voilà. Ceci conclut ce très longue vidéo pour le TD4. J'espère avoir dit des choses intéressantes et que vous en aurez appris au moins autant que moi après avoir fait ce TD. À chaque fois que vous avez des hésitations, n'hésitez pas à aller voir la documentation de Docker qui se trouve ici. Donc, quand vous allez dans la référence, vous avez la référence pour le Dockerfile, la référence pour les Compose files, avec pour chaque élément. Donc par exemple ici,
vais dézoomer un petit peu pour le voir mieux. Donc vous allez ici, vous allez dans Service par exemple, et vous allez trouver ici tous les attributs possibles pour Service. C'est là qu'on va trouver notamment le Depends On, un peu plus loin le Health Check, etc., etc. Et pareil pour les Dockerfiles. En Dockerfile, vous avez aussi la documentation pour chaque élément. Et vous allez retrouver évidemment certains trucs qui sont en commun avec les Docker Compose, puisque l'un permet de configurer l'autre, et souvent vous aurez des liens entre les deux documentations. C'est tout pour moi, à la prochaine.